Donc, le titre que je vous ai donné, je vais en préciser la portée. Je vais donner différentes formulations, mais voilà, je pense qu'on peut résumer la chose en disant les livres et la culture scientifique, scientifique au pluriel, dans le monde juif en Provence médiévale et entre 12e et 14e siècle. Alors, pour mettre la focale sur ce propos, je commence par dire la chose suivante. Entre le XIIe et le XIVe siècle, la Provence fut le théâtre de la naissance et de l'essor d'une littérature scientifique en hébreu. Il faut souligner 3 fois ce phénomène, c'est-à-dire c'est en hébreu. Je vais essayer de vous décrire à très grands traits ce phénomène qu'on peut et qu'on doit aborder sous différents angles. En moins de 2 siècles, donc 12e, 14e, en moins de 2 siècles, ce mouvement a produit un corpus, un ensemble de textes de philosophie, médecine, mathématiques, astronomie, astrologie et quelques autres domaines. La source quasi exclusive de ce corpus, toujours produit entre 2 siècles en Provence médiévale, la source quasi exclusive de ce corpus est constituée de textes arabes relevant de ces domaines. Ce qui ne veut pas dire que l'immense littérature scientifique arabe de cette époque a trouvé place dans le corpus hébraïque, ce qui ne veut pas dire cela. Loin s'en faut, et même très loin s'en faut. Bon, on essaiera, si on peut, de pointer du doigt la limitation que je signale ici. Alors, autre chose, la littérature hébraïque a constitué donc le socle sur lequel sera poursuivie l'activité scientifique de savants juifs dans d'autres espaces géographiques et 14e, 15e, voire 16e siècle. Géographiquement, la péninsule ibérique, l'Italie, la Sicile, le monde gréco-byzantin, qui d'abord était sous domination byzantine, puis passera sous la férule des Ottomans à partir du XVe siècle. Durant toute cette période que je cite, donc de nouveau, 12e, 14e siècle, les communautés juives sont clairement séparées de la société environnante. Sur le plan extérieur, ce sont des minorités qui doivent régulièrement négocier la nature de leurs liens avec le pouvoir. Selon les cas, ce pouvoir les accueille, les tolère ou les chasse. Sur le plan intérieur, économique, social, culturel et évidemment religieux, ces communautés sont organisées selon les principes transmis et renouvelés par des siècles de tradition rabbinique. À cette époque, pour le dire en gros, l'activité proprement scientifique, au sens je vais la définir, est plutôt étrangère à cette tradition-là. Il faut relever la différence importante qui sépare cette longue période de l'histoire juive, celle qui s'ouvrira, que la longue période de l'histoire juive qui va suivre, celle qui s'ouvrira, disons, au XVIIIe siècle, et qui offrira la possibilité à des individus juifs, du moins dans certains pays d'Europe, de s'insérer, même avec quelques restrictions, dans l'activité scientifique, universitaire et culturelle de leur pays de résidence. Cela se fera alors dans la langue du pays, allemand, français, anglais ou autre. C'est le début de ce que nous appelons la Haskalah, pour aller très vite, laquelle, à partir de l'émancipation juridique accordée aux Juifs, dans certains cas et certaines limites, transforme la nature des communautés concernées. Je l'indique parce qu'il est hors de question de l'aborder. Ce serait très important, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Donc, j'ai indiqué déjà que la source de cette littérature est presque exclusivement arabe. On aura compris que l'Espagne, c'est-à-dire l'Espagne arabo-musulmane, ainsi que l'Espagne chrétienne, joue un rôle clé dans cette histoire. On le sait, les Arabes prennent pied en Espagne en 711 et leur présence en tant que telle prend fin quelques 8 siècles plus tard, en 1492, avec la prise de Grenade par les rois catholiques. Mais 1492, c'est aussi l'expulsion définitive des Juifs d'Espagne
et c'est aussi la découverte du nouveau monde. Pour rendre compte du phénomène qui nous occupe, il faut remonter dans le temps et évoquer même brièvement, en tant que faire se peut, l'activité scientifique des Juifs dans le monde arabo-musulman. Commençons par préciser ce qu'on entend par scientifique, si on veut éviter les malentendus. Pour le monde médiéval en général, la science, avec ou sans guillemets, désigne en un sens très vaste la pensée rationnelle. Elle concerne, si je ne le précise pas plus, la philosophie de la nature, ce qu'on appelle la physique, ou la métaphysique, ce qu'on appelle souvent la théologie ou la science du divin. Et si on ne le précise pas plus, en même temps que ce que nous appelons la science au sens strict, celle que nous pratiquons aujourd'hui, par exemple l'astronomie. Au niveau du langage, tant en arabe ou en hébreu, le mot désigne, c'est intéressant, aussi bien la science que la sagesse. En arabe, hikma, en hébreu, chokhma. Retenons surtout que la philosophie rationaliste, que je désigne ainsi pour la distinguer de la philosophie religieuse, la philosophie rationaliste d'origine grecque est le cadre de la pensée dans lequel les sciences, je répète au sens large et au sens strict, se sont développées. On peut difficilement comprendre l'évolution des idées scientifiques sans les relier à des notions du type philosophique telles que les causes, les prémices, les déductions logiques, les preuves, les démonstrations syllogistiques et autres. De plus, la plupart des savants qu'on va évoquer sont des encyclopédistes. J'entends par là qu'ils maîtrisent des disciplines qui nous paraissent à nous séparées aujourd'hui, philosophie, astronomie et médecine, et donc leur manière de réfléchir, surtout par exemple en astronomie, leur manière de réfléchir peut être marquée par leur conception philosophique. Élargissons maintenant les références historiques. Une part très importante du monde juif dispersé s'est trouvée à partir des conquêtes arabes au 7e siècle sous la souveraineté arabo-musulmane. Autrement dit, je dis arabo-musulmane parce que tous les pays musulmans ne sont pas arabes et tous les pays arabes ne sont pas forcément musulmans. Mais arabo-musulmane, ça inclut par exemple la Turquie, par exemple plus tard l'Indonésie, mais arabo-musulmane pour aller vite. Deux aspects sont décisifs à cet égard. L'unification culturelle que la langue arabe opère dans cet immense empire, et d'autre part le statut de minorité, qu'on appelle les protégés, les zimmis, conféré aux Juifs en tant que peuple du livre, Al-Kitab. Ce statut donc de zimmi, de protégé, sera appliqué avec des fortunes diverses, allant de la coexistence jusqu'à l'intolérance, voire la persécution. Toutefois, dans le cadre et dans cet empire, cette situation pour les Juifs est bien moins conflictuelle et fragile que celui qui régit la place des Juifs dans les sociétés chrétiennes de l'époque. Je rappelle ou j'indique que les Visigoths en Espagne, qui était la souveraineté qui précédait l'arrivée des Arabes, les Visigoths en Espagne, avant l'arrivée des Arabes, avaient élaboré un système de contraintes et de persécutions à l'égard des Juifs qui, par certains aspects, anticipait largement, à la fin du 7e siècle, les mesures que prendront les rois catholiques 8 siècles plus tard. Donc l'arabe devient alors la langue écrite de culture des Juifs, pratiquement dans tous les domaines, sauf celui de la liturgie et de la poésie. L'arabe devient en même temps la langue d'échange entre les Juifs arabophones, et cette langue arabe écrite, telle qu'elle est pratiquée par les Juifs, a des spécificités qui intéresse beaucoup les linguistes, on ne va pas parler de ça, et encore un trait qui n'est pas négligeable quant à la diffusion de ces textes que j'appelle rapidement judéo-arabes, ils sont très souvent transcrits en caractère hébraïque. Ça veut dire que quand vous les lisez, il faut connaître un peu d'hébreu, mais il s'agit de l'arabe. J'aurais voulu passer, par exemple, un texte de Maïmonide qui est exceptionnel, qui est la signature qu'il donne à son exemplaire de son commentaire de la Mishnah. On va préciser de quoi il s'agit. Bon, mais comme je suis nul dans ce domaine, je n'ai pas réussi à capter l'écran malgré les recommandations qu'on m'a faites. Mais croyez-moi, c'est impressionnant, c'est-à-dire, vous lisez, c'est l'écriture de Maïmonide lui-même, c'est impressionnant.
eh ben, vous lisez, ce sont des lettres hébraïques, mais si vous les lisez même lentement, c'est de l'arabe. OK? Voilà. Alors, nous savons assez mal ce qu'a pu être l'activité scientifique singulière de savants juifs, à part les savants juifs que je vais citer, qui sont des personnalités ou des penseurs plus connus. On voit apparaître, par exemple, dans ce qu'on appelle les ouvrages bio-bibliographiques arabes anciens, c'est-à-dire un mélange d'histoires et de références listées comme ça, parfois avec des indications évidemment qui ne sont pas toujours historiques, mais qui sont une source très importante. On voit souvent dans ces ouvrages, un des plus célèbres est au Xe siècle, bon, dans les ouvrages donc bio-bibliographiques anciens, on voit la mention Yahoudi pour désigner un personnage, ou El-Israéli, donc vous vous en doutez, ça veut dire juif, israélite, associé à certains noms de savants. Souvent, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils sont signalés. Et souvent, il est suivi, ces références sont suivies de l'indication qu'un tel ou un tel est devenu musulman. Je vais mentionner quelques personnages parce que ce n'est pas du tout négligeable pour la perception qu'on va en avoir. Il y a un premier personnage qu'on appelle sous son nom arabe Masha'Allah, ce qui a plu à Dieu. À la fin du 8e siècle, c'est un juif natif de Basra et peut-être d'origine persane qui est considéré comme un très grand astrologue, astronome de son temps. Nous le connaissons donc surtout sous le surnom arabe par lequel il est cité, Masha'Allah, mais il a été consulté en tant qu'astrologue par le calife abbasside qu'on appelle Al-Mansour à Bagdad, ça deviendra à Bagdad, lorsque celui-ci décida en 762 donc de consulter des astrologues, Masha'Allah, un autre très grand astrologue chrétien, nestorien. Pourquoi? Parce qu'il voulait construire une nouvelle capitale sur le site d'un petit village qui s'appelait Bagdad. D'accord? Certains textes de Masha'Allah nous sont parvenus, traduits en hébreu, en latin ou en grec byzantin. Un autre personnage, au départ, c'est un juif qui s'appelle Shmuel ben Yehuda ben Abdoun. Bon, en arabe, il deviendra, quand il se convertira, Es-Samawal al-Maghribi. C'est un enfant manifestement génial. Et son père était un négociant très riche, mais aussi très respectueux de la tradition juive, et il a même laissé des piyutim, c'est-à-dire des textes synagogaux, des poèmes synagogaux. Samuel, donc je l'appelle encore de son nom juif, mais il devrait désormais s'appeler As-Samawal, se convertit à l'islam en 1163 à Maraga, aujourd'hui l'Azerbaïdjan, sous le nom donc d'As-Samawal ibn Abbas. Bon. Il meurt en 1175, c'est un des plus grands algébristes du XIIe siècle, algébriste donc de langue arabe. Il est aussi l'auteur, après sa conversion, d'un écrit juif d'une très grande violence, qui s'appelle en arabe Efham el-Yahoud, c'est-à-dire comment fermer la gueule aux juifs. Donc c'est assez violent. Et ce texte d'Al-Samawal aura une très grande diffusion. D'autres, je vais donner le nom de juif. Il y a un auteur juif qui aura une très grande importance dans le monde de la philosophie arabe, et qui va tout à fait disparaître pendant 7 siècles, qui a été étudié par un très grand de nos maîtres, qui est Shlomo Pines, au XXe siècle, bon, qui s'appelle en arabe Aboul Barakat el-Bardadi, c'est-à-dire Aboul Barakat, le natif de Bagdad. C'est un juif. C'est un juif, sans doute, son prénom, on ne sait pas trop, c'était Nathanaël, et qui s'est converti à l'islam à un très grand âge. Comme il a vécu 90 ans, on ne sait pas si c'est à 70 ans ou quoi. C'est un très, très grand philosophe qui a été beaucoup cité dans le monde d'expression arabe. Je ne vais pas plus loin. Et si on passe du côté chrétien, parce que jusque-là, je parlais des convertis musulmans, il y a un auteur, par exemple, un Moshe Sfaradi, qui est né disons, dans le domaine qui serait aujourd'hui l'Aragon, Saragosse ou la ville de Huesca, bon, et qui s'appelait Moshe Sfaradi, qui se convertit en 1106, bon, et qui va se faire appeler Pedro Alfonso. Pedro comme Pierre, Alfonso, bah, c'était le roi Alphonse I qui était à cette époque-là le nouveau dirigeant de ce domaine-là. Il a écrit un écrit anti-juif qui s'appelle Dialogos contra los judíos. Enfin, je vais citer un autre, j'arrête là. Au XIIIe, XIVe siècle, il y a un juif qui s'appelait Abner,
de Burgos, donc à l'est du territoire aujourd'hui de l'Espagne, qui va se convertir très tard aussi sous le nom de Pedro Alfonso. Oui, c'est ça, non, Alfonso, pardon, de Valladolid. Alfonso, bah, c'était déjà le roi Alphonse, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, et Valladolid, parce que c'est là qu'il s'est installé. Et c'était un grand savant aussi. Il s'est converti tard pour des raisons spirituelles, dirions-nous. C'est comme ça qu'il s'en explique. Il a écrit en latin, mais on ne connaît que la traduction catalane, un livre qu'on appellerait aujourd'hui Moret Sedec et qu'on connaît sous son nom espagnol, El Mostrado de Justicia, Moret Sedec. Et il s'est converti tard, et c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses dans le domaine aussi des sciences, et qui nous a laissé un texte très important pour les mathématiciens, qui s'appelle Meyacher Rakov, c'est-à-dire celui qui rectifie ce qui est courbe, et c'est destiné à essayer de résoudre la quadrature du cercle. Ça le fascinait. Et il a laissé un très grand texte qui nous a beaucoup occupés. Je dis nous, c'est les historiens des sciences mathématiques. J'arrête là, mais c'est juste pour vous signaler qu'il y a une corrélation, je n'oserais pas dire, elle doit être interrogée, cette corrélation, je ne m'avance pas dans les hypothèses, un rapport entre, voilà, est-ce qu'on va réduire ces convertis simplement à des intérêts, je ne sais pas moi, matériels. J'ai souvent l'habitude de dire qu'à Samaouel, mais je ne le dis qu'à voix basse, hein, peut-être il ne pouvait pas entrer au CNRS donc de Maraga s'il n'était pas. Mais c'est faux en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Bon. N'oubliez pas qu'il y a ensuite au XVIIIe siècle, XVIIIe siècle, des très 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 grands mathématiciens, là on parlera de la mathématique, qui se sont convertis. Bon, alors je ne vais pas ajouter qu'ils ne pouvaient pas être recrutés au CNRS parce que d'une part, ça n'est pas vraiment vrai, et d'autre part, ça paraît un peu grossier. Enfin, pour ce qui est des traductions, parce que je ne vais pas revenir, il y a eu beaucoup de travaux de traduction de certaines langues en hébreu, pour redonner juste une idée de ce que ça représente entre 11e et 15e siècle, dans tous les domaines, philosophie, sciences, médecine, magie, tout ce que vous voudrez. Il y a eu un inventaire fait dans un livre dont je vous donnerai la référence éventuellement. Il y a 579 entrées dans cet inventaire très, très, très précis, très détaillé, de tout ce qui a pu être traduit de l'arabe en hébreu, du latin en hébreu et beaucoup plus rarement du persan en hébreu ou du grec en hébreu. C'est quand même impressionnant. Je vous livre simplement cette indication, et ça concerne les traductions. Je ne parle pas de la nature de ces traductions. Il y a philosophie, il y a science au sens strict, il y a médecine, il y a magie, etc. etc. Bon, on s'approche de la Provence, mais on n'y est pas encore. Hein. Entre le 10e et le 12e, on est encore en pays d'islam. Une littérature se développe, une littérature scientifique au sens large, élaborée par des penseurs juifs et rédigée en arabe. C'est ce qu'on appellera la littérature judéo-arabe. Je vais citer quelques noms qui sont connus, entre guillemets, mais qui sont célèbres pour d'autres raisons. Soit des grands responsables de communautés juives, soit des poètes. Pourquoi j'insiste sur les poètes? Parce que les poètes que je vais citer faisaient de la poésie en hébreu, et certains d'entre eux avaient déjà, certains des poèmes de ces gens que je vais citer étaient déjà entrés dans la liturgie. Il suffit de citer quelqu'un que vous connaissez bien, Yehuda Halevi, et les poèmes hébreux de Yehuda Halevi sont entrés dans la liturgie et qui continuent à être dans les Selihot, pour ceux qui lisent les Selihot à l'entrée entre Rosh Hashanah et Kippour, et même avant pour certains, les Selihot de Yehuda Halevi ou d'Abraham Ibn Ezra sont encore présents dans ces lectures. Bon, je cite Saadia Ben Yosef Hafayoumi, né en Égypte, nous sommes à la fin du 9e siècle. Il va devenir Gaon, c'est-à-dire chef spirituel, de l'académie talmudique de Soura, près de Bagdad. Il a écrit
sur la grammaire, la lexicographie, sur le calendrier hébraïque. Il a commenté un livre très important pour la tradition mystique ultérieure, ce qu'on appelle le livre de la création, Sefer Yetzira. Il a traduit, ou plutôt paraphrasé, la Bible, la Torah, en arabe. Et dans le domaine de la philosophie dite rationnelle, il a composé un des premiers ouvrages du genre, avant Maïmonide, puisque nous sommes au Xe siècle, dans le monde juif, un livre qui s'appelle en français, donc en la traduction que je vous donne, le livre des croyances et des savoirs, qui sera traduit ultérieurement en Provence, c'est pour ça que je le cite en hébreu, ce sera Sefer HaEmunot ve'Aderot. Bon. Un autre auteur, lui aussi, Xe siècle, qui s'appelle Yitzhak ben Shlomo Israeli. Bon. Il est aussi né en Égypte. N'oubliez pas que je suis né en Égypte aussi. Hein. Bon, c'est pour ça que j'insiste. Il est né en Égypte au IXe siècle, où il fait ensuite une prestigieuse carrière à Kérouan, dans l'actuelle Tunisie, où il fut le médecin du Mahdi, c'est-à-dire le fondateur de la dynastie des Fatimides. Ses ouvrages médicaux furent traduits en hébreu et en latin. Il a aussi écrit quelques petits ouvrages de philosophie qui furent traduits en hébreu, voire en latin. Il y en a un autre, un de ses élèves importants, qui a été un astronome réputé, et c'est le seul dont on a des textes sur l'astronomie rédigés en lettres arabes, en arabe et en lettres arabes. Il a travaillé, lui aussi, au service des dignitaires fatimides, et il fut aussi en contact avec un juif très haut placé à la cour du calife andalou, Abdelrahman III à Cordoue. Ce personnage juif, c'est Hasda ibn Shaprut, que les historiens de l'Espagne et du rôle des Juifs en Espagne connaissent bien. Et enfin, il y a Maïmonide. On ne peut pas, c'est pas possible de ne pas s'arrêter pour faire ce très grand détour. Donc, je vais dire quelques mots de Maïmonide, même si beaucoup d'entre vous en savent pas mal de choses. Les dates, 1138-1204, dans la mesure où l'œuvre et la personnalité de Maïmonide vont jouer un rôle absolument central, à la fois dans le monde juif, bien sûr, et même dans le monde scolastique latin, et en partie aussi dans le monde arabe. Donc, il naît à Cordoue, sa ville natale, qu'il va quitter sans doute, il naît en 38, en 138, et je dis sans doute, il va fuir Cordoue en 148, lorsque les Almohades, je vais très vite, c'était un courant nouveau dans le monde arabe, avec une doctrine de l'unicité. Les Almohades, c'est Al-Muahidoun, donc l'unicité divine, et qui venaient du Maroc et qui ont remplacé ce qu'il y avait avant dans l'Espagne musulmane. C'est très, très rapide ce que je vous dis. Et donc, Maïmonide va fuir, je dis entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas très bien. De toute manière, il a quitté Cordoue dans ce cas-là quand il avait 10 ans. Mais je dis on ne sait pas très bien parce que beaucoup de sa formation dans le domaine des sciences et dans le domaine de la médecine est manifestement, il le dit lui-même, issu des grands savants andalous. Il ne faut pas oublier que l'Andalous, à cette époque-là, ça ne se réduit pas à notre Andalousie chrétienne, mais ça peut concerner aussi de l'autre côté de la Méditerranée, le Maghreb, par exemple. Quoi qu'il en soit, on sait on est quasiment sûr qu'il est arrivé à Fès après être passé par la Palestine, puisqu'on sait qu'il a résidé à Saint-Jean d'Acre, et il s'installe en Égypte, je vais vite, hein, en 1167, donc il a déjà une trentaine d'années, peu avant la chute de la dynastie fatimide qui dirigeait l'Égypte à ce moment-là, et au moment où le pouvoir est repris par Saladin, qui ne connaît pas Saladin, en 1171, Saladin venait de la Syrie, il était bon, on dira quelques mots après de Saladin. Maïmonide est le dirigeant spirituel et politique, médecin, autorité reconnue dans le domaine de la loi juive. Donc, il était dirigeant de la communauté juive. Il a acquis, Maïmonide, comme vous le savez, une réputation et une considération attestées au-delà du monde juif. Et donc, je vais citer juste les 3 œuvres fondatrices. Ce sont, dans l'ordre dans lesquels il les a rédigées, le commentaire de la Mishnah,
pas vous présenter ce qu'est la Mishnah, mais son commentaire est en arabe. Et donc, il a fini de rédiger son commentaire de la Mishnah en 1100. Il a à peu près 30 ans, donc vers 1168. Après, il y a le Mishneh Torah, qui ignore parmi nous ce qu'est le Mishneh Torah. C'est un code rabbinique monumental en 14 parties ou 14 livres, rédigé en hébreu. Bon. J'ajoute, entre guillemets, un hébreu facile. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas l'hébreu rabbinique, ce n'est pas l'hébreu talmudique. Mais il est en hébreu, qu'il achève en 1180. Et l'ouvrage qui est destiné à un large public juif inclut des développements astronomiques, puisqu'on parle de sciences plus ou moins originaux, d'accord, dans la partie qu'il consacre au calendrier, le calendrier liturgique. Enfin, le guide des égarés. Qui n'a pas entendu parler chez nous du guide des égarés, qui est rédigé en arabe et qui est achevé vers 1190. L'ouvrage, aujourd'hui, on le qualifierait d'un ouvrage théologico-philosophique. Il est destiné à une élite, c'est comme ça que Maïmonide le présente, alors que le Mishneh Torah est destiné à un public beaucoup plus large. Maïmonide s'y adresse à qui? Il s'adresse à l'homme parfait, dit-il dans son introduction, parfait dans sa religion et ses mœurs, qui a étudié toutes les sciences, qui en connaît tous les détours et qui, cependant éprouve trouble et perplexité face au sens littéral de la Torah, du texte révélé. J'ajoute, pourquoi perplexité? Parce que le titre « Guide des égarés » est un peu trompeur. C'est un titre magnifique, mais le titre arabe s'appelle, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, Dilalat al-Ha'iri. La ha'ira, c'est la perplexité, c'est-à-dire quand vous vous trouvez à un carrefour, vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche. Ce n'est pas égaré, ils ne sont pas égarés dans la forêt. Mais Salomon Munk, donc le grand érudit qui, à la fin du 19e, oui, c'est ça, du 19e siècle, a traduit le Guide des égarés. Il a donné ce nom, qui n'est pas tout à fait exact, mais qui est très beau. Et c'est pour ça qu'il est resté et que moi, je le trouve très beau. Sinon, par exemple, la version latine s'appelle Dux Perplexorum, donc c'est bien de la perplexité qu'il s'agit. Fermons cette parenthèse un petit peu savante. Alors, cette perplexité, Maïmonide veut contribuer à la réduire, cette perplexité, en mobilisant toutes les ressources de la science ou des sciences de son temps, lesquelles sont fortement marquées par l'aristotélisme, l'héritage d'Aristote, lu et commenté par les philosophes arabes. Je cite le Guide des égarés. « Toute chose dont la vérité est acquise par une démonstration ne doit pas susciter la différence d'opinion ou la contestation ou la dénégation, si ce n'est de la part d'un ignorant. » Bon. Les sujets qui suscitent la perplexité, d'accord, sont très nombreux dans les choses métaphysiques, peu nombreux dans les choses physiques, physique ça veut dire la nature physique, et absents dans les choses mathématiques. Ça, je ne sais pas si je vais énoncer une réserve. Ça, c'est Maïmonide qui parle. Par exemple, la question, le monde a-t-il été créé ou non? Que je me retrouve. On ne peut pas donner, dit Maïmonide, une réponse relevant d'une démarche démonstrative, aussi ferme que seraient les mathématiques. Enfin, il y a des domaines, nous dit Maïmonide, qui sont proprement inaccessibles à l'intelligence humaine, à savoir qu'ils relèvent uniquement de la parole prophétique. La traduction du Guide des égarés pour le problème de la traduction et des échos de ces traductions. En 1204, est faite par un certain Samuel Ibn Tibon, qui jouera un rôle fondamental dans le mouvement d'acculturation des sciences en hébreu. Samuel est lui-même le fils de Yehuda Ibn Tibon, qu'on appelle le père des traducteurs. Avant d'arriver enfin à la Provence, je vais préciser quelques petites choses. Comment les auteurs arabes, soit de l'Espagne, on va préciser, soit même de plus loin, puisqu'il y a des auteurs de Bagdad, comme Saadia Ben Yosef, pourquoi et comment on a commencé à les traduire. Alors, je vous ai dit que certains d'entre eux étaient déjà connus en hébreu, mais c'est des gens qui ont aussi écrit en arabe. Je vais citer quelques noms qui vous sont sans doute familiers.
Yehuda Halevi, à part son œuvre hébraïque, qui est monumentale, a écrit un livre en arabe qui s'appelle le Kuzari. Un livre philosophico-théologique, j'insiste pas, le nom vient de ce que Yehuda Halevi met en scène, un roi des Khazars. On ne va pas préciser ce que sont les Khazars, mais bon. Un autre auteur important, qui lui est de Saragosse, un auteur juif, de Bahia ibn Pakuda, qui a écrit un livre des devoirs du cœur. C'est un livre, peut-être nous dirons, de morale. Il a écrit en arabe. Et il avait déjà des échos qui étaient parvenus au monde juif de l'autre côté des Pyrénées, qui ne savaient pas l'arabe. Bon. Enfin, Ibn Gabirol, le plus grand des plus grands, à mon avis, des plus grands des poètes en hébreu, a écrit aussi des choses philosophiques en arabe. Et donc, celle-ci, n'étant pas connue par le monde juif, a attiré l'attention de ces derniers. Ces ouvrages donc de philosophie, ces ouvrages arabes de philosophie, de théologie ou de morale vont introduire dans le monde juif non arabophone et dans la langue hébraïque des notions et des termes qui étaient jusque-là inconnus. Enfin, arrivons-en à la Provence. Avec ce que j'ai dit sur l'Espagne, on comprendra mieux que les communautés juives du midi de la France, en contact avec, en contact économique, religieux, parfois politique, avec les communautés du nord de l'Espagne, ne sont pas restés insensibles à l'écho qui leur parvenait des sciences et de la philosophie arabe, dont ils ignoraient presque tout au début du XIIe siècle. Rapidement, notant la différence à propos des communautés juives du nord de la France, du nord de la Loire, qu'on appelait Tsarfat à l'époque, lesquels entretenaient des relations très étroites avec les pays rhénans, les Ashkénazes, et sont restés longtemps, les Reds Tsarfat, à l'écart de l'influence de la philosophie et de la science gréco-arabo-hébraïque. On sait l'importance de Rachid, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, au XIe siècle en Champagne, la prestigieuse école d'exégèse à laquelle ses descendants ont donné naissance, les Tosafistes, même si on relève ça et là, en particulier chez les Tosafistes, quelques références à caractère scientifique, par exemple les problèmes de calendrier ou d'héritage, généralement elles renvoient à des savoirs qui sont épars dans l'immense littérature talmudique, y compris des notions de mathématiques, mais je ne vais pas m'y arrêter. Pour l'essentiel et dans l'ensemble, les communautés de Sarfat et des pays rhénans resteront longtemps étrangères aux idées et aux livres philosophiques et scientifiques. On y connaîtra cependant très vite le Mishneh Torah, qui exercera toujours une grande importance, et le Guide des Égarés, bien qu'il fût traduit en hébreu, a été peu lu et encore moins exploité. Je parle des Reds Sarfat. Enfin, entre 1100 et 400, c'est quoi la Provence de Juive? Un peu de géographie. Il s'agit d'un espace beaucoup plus vaste que ce qu'on appelle aujourd'hui la Provence. Il couvrirait, si on veut, grossièrement, les géographes qui sont là me pardonneront, ce serait plus ou moins la région Languedoc-Roussillon d'aujourd'hui, le sud de la région Rhône-Alpes et la partie de la Provence qui longe le long du Rhône, qui longe le Rhône. Pour être plus évocateur, je vais citer dans l'ordre alphabétique les principales communautés par leur localisation. Allons-y, il y a Aix, il y a l'Argentière, il y a Avignon, il y a Bagnols-sur-Cèze, il y a Beaucaire, Béziers, Bordeaux, Carcassonne, Carpentras, Cavaillon, Lunel, qui n'est pas loin de Montpellier, Marseille, Montpellier, Narbonne, Nîmes, continuons dans l'ordre alphabétique, Orange, j'ai dit Perpignan, Posquières, qui est aujourd'hui Vauvert, une petite ville pas loin de Montpellier aussi, dans le Gard, Salon, Tarascon, Toulouse, Trinquetaille, qui était séparé à l'époque de Arles et qui est maintenant un quartier d'Arles. Vous voyez, ça fait beaucoup de communautés. Mais il faut bien savoir que ces communautés-là, ça pouvait représenter très peu de choses en termes de population. D'accord ? Je prends juste l'exemple de Posquières, qui est devenu Vauvert, et qui a été lié à un personnage d'une très grande importance, en particulier du côté de la Kabbale, mais c'est quelqu'un qui a critiqué très fortement le Mishneh Torah de Maïmonide, très respectueusement, et en général, le Mishneh Torah, quand on le trouve dans les éditions classiques,
il y a des notes qu'on appelle les gloses de Abraham Ben David qui sont inscrites là. Et il y a des domaines où il y a une critique virulente d'Abraham Ben David concernant en particulier l'astronomie de Maïmonide, où il dit poliment, moi je ne connais pas les sciences, je ne connais pas l'astronomie, mais quand Moshe Ben Maïmoun applique ça pour nous expliquer comment le calendrier liturgique a été, bon, les dates, Rosh Hashanah, Kippour, le Pessah, bon, comment ce calendrier hébraïque est lié à l'astronomie, je suis très perplexe, pour ne pas dire plus. Bon, publiquement, les communautés juives ont eu à connaître l'autorité des souverains de Catalogne et d'Aragon, celle du roi de France dans le domaine s'étend progressivement, celle du pape, les États du pape, se constituent à partir du XIVe autour d'Avignon. Socialement, donc ces communautés juives vont subir les conséquences de divers soulèvements populaires, ce qu'on appelle la croisade contre les Albigeois, les cathares d'Albi au début du XIIIe siècle, la révolte des Pastoureaux au milieu du XIIIe, je ne précise pas, ça relève des historiens, au début du XIIIe siècle, sans parler des effets dévastateurs de la grande épidémie de peste en 1348-1350, qui va décimer la moitié de l'Europe. Cette période est marquée par plusieurs expulsions des communautés juives languedociennes et provençales. J'en cite les plus importantes, 1306, 1394, 1501. Un point important sur la sociologie, si je puis me permettre d'utiliser ce mot, de ces communautés juives, c'est leur rapport avec le monde chrétien. Le rapport avec le monde chrétien environnant furent plus ouverts qu'ailleurs. Rapport économique, rapport culturel, et les témoignages de relations personnelles de lettrés juifs ou de savants juifs avec des lettrés chrétiens ne sont pas rares. Je vais évoquer en particulier la dynastie des traducteurs dont je vais parler. Conséquence de cette relative porosité ou perméabilité, si vous voulez, c'est qu'elle va favoriser l'échange. Et le regard des chrétiens sur les juifs va être intériorisé par certains de ces derniers dans la polémique, dont je vous ai dit quelques mots, dans les polémiques qui firent rage au XIIIe siècle à propos de l'enseignement de la philosophie et des sciences. Les partisans farouches, j'en citerai, les partisans farouches d'un tel enseignement vont poser la question: que vont penser les sages des nations de notre ignorance? Et c'est un élément qui va être en tout cas un aiguillon. Deuxième trait, dans la portée grande, dès le milieu du XIe siècle, la Provence apparaît à travers les documents de plus en plus nombreux, et de mieux en mieux étudiés comme un centre d'études rabbiniques important. Non seulement l'étude des textes de la tradition, de la halakha sont vivants, dynamiques, mais ils sont marqués par une certaine originalité et une certaine autonomie relativement au centre prestigieux de l'époque, qui est l'Orient, j'ai cité Sardia Gaon, et l'Espagne ou le nord de l'Europe. Certains historiens vont jusqu'à parler d'une véritable école provençale de la Torah. Je ne suis pas en capacité de dire ce qu'il en est. Et même si les références majeures dans le monde talmudique sont toujours des séfarades, à commencer par Rabbi Ishaq el-Fassi, celui qu'on appelle le Rif, qui a commencé sa carrière en Afrique du Nord au XIe siècle et l'a achevé en Andalousie au bout du XIIe. C'est Halachot, d'ailleurs, s'appelle un petit Talmud. Et évidemment, Maïmonide, je n'ai pas besoin de le citer, cela n'empêchera pas pour autant les conflits entre Torah et philosophie. Enfin, juste une brève indication, la Provence au XIIe siècle voit l'apparition et la naissance des traditions talmudiques, en particulier de la Kabbale. Je ne dirai pas plus. Après le contexte, parlons maintenant de l'histoire de ces textes qui ont permis la constitution d'une véritable culture scientifique. Je distingue 4 catégories d'écrits qui sont autant de genres littéraires. Premièrement, les traductions de l'arabe en hébreu d'ouvrages classiques qui ont permis la constitution, où j'en suis là, oui, qui ont construit, oh là là, traduction de l'arabe en hébreu d'ouvrages classiques de philosophie et de sciences, textes arabes qui eux-mêmes sont issus souvent
des traditions scientifiques grecques. Et je précise aussitôt, parce que je ne vais pas le développer, quand on dit issu de la tradition scientifique grecque, ça ne veut pas dire du tout, dans le cadre du monde arabe, que c'était des développements, comment dire, simplement de traduction. Il y a dès le 9e siècle, des auteurs qui ont traduit, des auteurs musulmans, ou arabes en tout cas, qui ont traduit des textes scientifiques, pour parler de mon domaine, Archimède, Apollonius, Euclide, et qui ont qui ont développé enfin, qui ont offert des traditions scientifiques extrêmement importantes, extrêmement novatrices. Il ne faut pas oublier ce double aspect de cette naissance et de l'essor de cette tradition scientifique dans le monde de l'islam. Alors, j'ai appelé ce type d'ouvrage la bibliothèque scientifique du lettré juif. Bon. On songe par exemple aux bibliothèques de médecins dont on connaît certains inventaires précis. S'agissant des sciences au sens strict, je suis toujours là dans les traductions de l'arabe en hébreu, on y trouve une bonne partie des grands ouvrages grecs de base en mathématiques, par exemple, et en astronomie, d'une bonne partie, mais loin de dire la totalité de la production arabe. On y trouve donc les ouvrages de base en mathématiques et en astronomie, qui sont des ouvrages de base, vous avez tous entendu parler, des éléments d'Euclide, de l'Almagès de Ptolémée, ainsi que des écrits désignés en arabe comme les livres intermédiaires, c'est-à-dire les écrits qui sont recommandés d'être étudiés entre les éléments d'Euclide et avant l'Almagès de Ptolémée. Et il faut toujours avoir en tête que la science reine à cette époque-là est l'astronomie. Je reste toujours dans cette première partie. Concernant la philosophie, puisqu'elle est incluse dans ce que nous appelons science, la quasi-totalité des commentaires sur Aristote, composés et commentés en arabe par Averroès, tout le monde a entendu parler d'Averroès, en arabe Ibn Rushd au XIIe siècle, sera rendu en hébreu. Et certains des textes rendus en hébreu remplacent des textes perdus et dont on peut disposer grâce à l'hébreu. C'est là que les hébraïsants que nous fûmes, enfin que j'ai été, sont convoqués parce que ça intéresse les arabisants de pouvoir reconstituer, moi c'était le domaine de l'histoire des mathématiques, recomposer des auteurs arabes importants grâce aux traductions qui restent en hébreu. Deuxième catégorie, il y a ce qu'on peut appeler à bon droit les encyclopédies, rédigées en hébreu par des savants juifs. Ces ouvrages ont des visées didactiques évidentes. Ils résument la somme des savoirs que l'honnête homme juif devrait acquérir pour ne pas être, entre guillemets, ignorant au regard des gentils, des goyim. On peut se demander d'ailleurs si ce type d'ouvrage n'a pas aussi constitué ce qu'il suffit de savoir. Autrement dit, ce type d'ouvrage, en même temps qu'il répondait à un besoin, peut-être, dis-je, d'une certaine manière, à fixer les limites qu'il faut imposer à cette curiosité scientifique. Et ce n'est pas très simple de répondre à cette question. Il y a eu des colloques, il y a eu des travaux sur les encyclopédies juives au Moyen-Âge. Troisièmement, troisième genre, il y a les ouvrages originaux composés en hébreu par des savants juifs arabophones. Je pense surtout, puisque c'est ma partie, aux ouvrages d'astronomie, de physique et d'astrologie destinés à un public cultivé, sans être pour autant des traités qui renouvellent ces sciences par rapport aux sources arabes qu'ils exploitent. Enfin, quatrième type d'ouvrages, il s'agit des ouvrages originaux rédigés en hébreu par des savants juifs ne connaissant pas l'arabe, ou très peu, mais ayant acquis leur formation dans les traductions que j'ai déjà indiquées. Évidemment, ces ouvrages sont plus tardifs, milieu et fin du XIVe siècle, et j'ajoute qu'ils ne sont pas très nombreux. Parmi les acteurs de ce mouvement, je m'en tiendrai à quelques grandes figures, quelques titres. On arrive à 11 heures, donc on pourra développer après. Voilà, le début du mouvement que je décris est marqué par deux personnages prestigieux dont l'œuvre sera très tôt connue des Juifs provençaux. Il y a les deux Abraham. Pourquoi les deux Abraham? Tous deux d'origine espagnole
et respectivement actifs au début et au milieu du XIIe siècle. Ils sont considérés comme les fondateurs de la culture scientifique d'origine d'expression hébraïque. Le premier Abraham s'appelle Abraham ben Hiya ou ben Haya. Les dates ne sont pas sûres, 1065 peut-être et 1145. Il a très probablement été éduqué et formé scientifiquement dans la principauté arabe de Saragosse à l'époque d'une dynastie qui s'appelait la dynastie des Houdides. C'est toutefois à Barcelone, en pays chrétien, qu'il sera actif. Il y sera connu sous le nom latin de Savassorda. Pourquoi Savassorda? Puisqu'en arabe, il est connu sous le nom de Saheb al-Shorta. Aujourd'hui, ça se traduirait comme un responsable de la police, mais ça ne devait pas être ça. Ça devait être un ensemble de personnages qui étaient chargés à la cour des rois houdites de certaines responsabilités. Et donc, Saheb al-Shorta devient de l'hébreu en arabe Savassorda. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est connu souvent sous ce nom-là. Bon. Il a composé des œuvres originales en hébreu. Il est de formation arabe, bon, et à la demande pressante de qui? Des dignitaires juifs de Provence, qui voulaient en savoir plus. Il a écrit à la demande pressante de dignitaires juifs de Provence. Je vais parler de ces traités, très rapidement de ces traités indiqués, traités de philosophie, d'astronomie ou d'astrologie, mais j'indique deux ouvrages mathématiques qui ont une certaine importance, pas seulement parce que je les ai étudiés. Il y a une encyclopédie scientifique dont le titre est le suivant, Les fondements de la raison et la tour de la foi. Yesodé Advuna Omigdal Haemuna. Mireille Kela avait dirigé mon mémoire de maîtrise là-dessus. C'est un ouvrage, c'est une encyclopédie scientifique qui a beaucoup d'intérêt. Et l'autre ouvrage qui va le faire connaître, c'est le premier ouvrage de géométrie rédigé en hébreu, qui porte le nom, je donne le nom français, le traité de mesure des surfaces et de volume. Cet ouvrage de géométrie, qui m'a aussi beaucoup occupé, a été traduit en hébreu. Il a été traduit en latin, de l'hébreu en latin, par un certain Platon de Tivoli, en 1145. Platon de Tivoli était un traducteur de l'arabe en latin qui vivait aussi donc à Barcelone. Et la traduction de l'hébreu en latin, c'est rare, de l'ouvrage de géométrie de Bachia a eu une diffusion qui n'est loin d'être négligeable dans l'Europe médiévale. Dans ces divers ouvrages, donc ce Bachia rappelle qu'il fait recours aux sources arabes et il insiste sur le respect scrupuleux de ces diverses sources lorsqu'elles existent, et il prétend simplement exploiter en hébreu la science arabe. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que l'auteur ne s'est pas contenté de former une langue mathématique hébraïque, il a aussi adapté les objectifs des ouvrages qu'il a exploités pour les mettre à la portée des lecteurs hébréophones de Provence. Le deuxième Abraham, qui est peut-être encore plus connu, c'est Abraham ibn Ezra, qui est mort en 1167. Il est né en Espagne, sans doute à Tudel, en Navarre, et non pas à Tolède, comme on l'a longtemps écrit. Il a passé une grande partie de sa vie en Espagne, puisqu'il la quitte à près de 50 ans, en 1140. À la suite de son départ d'Espagne, sans doute définitif, il va vagabonder à travers l'Europe, du sud au nord. Il a traversé l'Italie, la Provence, la Normandie et l'Angleterre, où il est peut-être décédé. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un très, très grand poète. C'est aussi un grammairien, c'est aussi un astrologue. L'astrologie rédigée par Ibn Ezra a eu un immense écho dans le monde latin parce qu'elle a été traduite en latin. Enfin, son ouvrage d'arithmétique, qui s'appelle le livre du nombre, Sefer HaMispar, est le premier ouvrage rédigé en hébreu sur les numérations décimales avec le zéro. Ce n'est pas négligeable. Bon. Abraham ibn Ezra a lui aussi forgé une nouvelle langue hébraïque, et ce qui est intéressant à signaler, c'est que contrairement à la terminologie forgée et adoptée par son aîné, Abraham Bachia, qui emprunte à l'hébreu biblique, donc non, à l'hébreu rabbinique, excusez-moi, Abraham ibn Ezra va forger une langue hébraïque qui emprunte beaucoup plus à l'hébreu biblique et qui est plus éloignée des tournures arabes qu'il connaissait bien sûr.
Et enfin, le véritable âge d'or, on peut en parler d'âge d'or, de ce mouvement se déploie en Provence entre les années 30 du XIIIe et les années 40 du XIVe. Et là, une dynastie va être citée. Ils ne sont pas les seuls, mais dans la mesure où c'est une dynastie, je vais focaliser là-dessus. Une dynastie de traducteurs qui s'appelle la dynastie des Thibonnes, parce que le premier porte ce nom-là, et qui a, sur 3 générations, vont fournir l'essentiel de ce que nous sommes censés parler. Alors, le père fondateur est un certain Yehuda ibn Thibon. D'accord? Les dates sont 1120, 1190. Il est né à Grenade, et c'est là qu'il a acquis sa formation parfaite en tant qu'arabisant, qu'il est devenu médecin, c'était très courant, et qu'il a commencé à fixer un programme de traduction à l'appel de Juifs de Narbonne. Alors, il a quitté Grenade, vous vous en doutez, dans la moitié du XIIe siècle à cause de persécutions. Ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide connaissait son nom et lui, il connaissait le nom de Maïmonide puisqu'à la même époque. Mais Maïmonide, lui, il est parti vers la Méditerranée et vers l'Égypte, alors que Yehuda ibn Thibon est monté de l'autre côté des Pyrénées. Il s'installe à Lunel, en Provence, près de Montpellier. Quiconque connaît un peu la région, Lunel est une ville importante, petite ville, mais une ville importante près de Montpellier. On l'a entendu beaucoup parler de Lunel il y a quelque temps, vu le nombre de djihadistes qui sont partis de Lunel. Bon. Juda, il pratique la médecine. Il est aussi un bibliophile, fier de sa bibliothèque arabe. Donc, à la requête de celui qui était le chef spirituel de la communauté de Lunel, Meshulam Ben Yaakov, il va rendre accessible en hébreu des ouvrages rédigés en arabe par des auteurs juifs. Je les ai cités, je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, il se fixe un programme, tenez-vous bien, de traduction qu'il va déployer en 25 ans et il va le respecter. C'est-à-dire que ses premières traductions sont en 1161 et la dernière en 1180, quelques années avant sa mort. Et puis c'est son fils qui va être le plus connu, Samuel ibn Thibon, 1160-1232. Juda avait veillé personnellement à l'éducation de son fils unique. Il y avait des filles, on n'en parle pas, les filles, mais lui, il en parle, on va voir pourquoi. Son fils unique, en particulier, il veut qu'il maîtrise absolument la langue arabe, il va lui payer des précepteurs, ça a coûté beaucoup, dit-il à son fils. Bon, il est soucieux de donner le goût des livres à son fils, qui probablement, quand il était adolescent, n'était pas très tourné vers ça, et comme laisse entendre son père, il s'occupait des choses plus frivoles. Hein. Mais soulignant l'importance et la nécessité de prendre grand soin de ses livres arabes, Juda s'adresse ainsi à son fils dans un genre littéraire qui s'appelle le Testament, parce que Tzava'a en hébreu c'est le Testament, mais qui sont en quelque sorte des recommandations que font les pères à leurs fils, parfois de leur vivant, sur ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Je cite un passage particulièrement savoureux de Yehuda, parce qu'on a le texte hébreu, et donc a été traduit en anglais, en français récemment. Bon. Voilà comment il s'adresse à son fils à propos des livres dont il va disposer. C'était sa propre bibliothèque sans doute à lui. Citation qui est savoureuse. Il s'adresse à son fils et il commence par dire « Mon fils, fais de tes livres tes compagnons ». En hébreu, ça donne « Beni sifrecha chavrecha ». Bon, je continue en français. « Tes rayons, tes casiers, fais-en des vergers. Fais-toi le pâtre de ces jardins. Prélève-en les roses, recueille leurs fruits, leurs parfums, leurs myrrhes. Et quand ton âme est triste, qu'elle est lasse, va de jardin en jardin, de parterre en parterre, promène tes regards de tel massif à tel autre, ton désir alors renaîtra et ton âme se réjouira. Il y a le genre de l'époque, bien entendu, mais je trouve que bon, c'est très savoureux. Le fils ne va pas décevoir le père, il aura le privilège de traduire le guide des égarés de l'arabe en hébreu, encouragé d'ailleurs par le vieux maître, Maïmonide est devenu vieux, qui est en Égypte, en personne, avec qui Samuel entretiendra une importante correspondance. Et Samuel va achever sa traduction à la fin de 1204,
au moment même où Maïmonide meurt au Caire en 1204. 10 ans plus tard, Shmuel ibn Tibbon a ajouté à sa traduction un premier glossaire, comme il le dit, des mots étrangers figurant dans le livre du maître. Et c'est un supplément très, très précieux parce que c'est en quelque sorte le premier glossaire de la terminologie scientifique arabe et du contenu de ces thèmes-là. Samuel a traduit d'autres écrits de Maïmonide et il a commencé les premières versions hébraïques d'écrits aristotéliciens. Je poursuis, je vais indiquer les noms et très brièvement les œuvres. Un certain Jacob Anatoli, fin du XIIe siècle, sans doute il meurt en 1256, qui est le gendre de Samuel. Il a étudié avec Samuel l'astronomie, les mathématiques et les écrits logiques d'Aristote. À son tour, il devient un traducteur prolifique qui se consacre à l'astronomie et la philosophie. Il va s'établir en 1230 à Naples, à la cour de l'empereur Frédéric II. Et là, il va bénéficier du soutien du souverain pour diverses raisons. Frédéric II est quelqu'un qui a affronté le pape et qui veut absolument faire connaître la science arabe au moment où la papauté n'apprécie pas la chose. Donc, il veut lui rendre la monnaie de la pièce. Et donc, l'empereur Frédéric II avait des cours qui étaient dans divers endroits. Et là, elle est à Naples à ce moment-là. Et donc, Jacob Anatelli va bénéficier du soutien du souverain et aussi, il va fréquenter de nombreux auteurs chrétiens, en particulier des très grands traducteurs de l'arabe en latin. Enfin, j'arrive au petit-fils, Moïse ibn Tibbon, Moshe, qui est un très bon copain, si j'ose dire, parce que je l'ai fréquenté pendant très, très, très longtemps. Je le connais bien. Il continué la tâche commencée par son grand-père, son père et son oncle. Quel est l'objectif? De rendre accessible aux Juifs qui ne connaissent pas l'arabe les grandes œuvres de science de son temps. Moïse est l'auteur de dizaines de traductions de l'arabe en hébreu dans de multiples domaines, mathématiques, astronomie, philosophie, médecine. On peut dire à bon droit, s'agissant de Moshe ibn Tibbon, qu'il est un traducteur professionnel. Pourquoi pas, on peut utiliser de manière un peu anachronique, si j'ose dire, ce terme-là. Il a aussi, par exemple, rédigé un commentaire sur le Cantique des Cantiques, qui est un commentaire important. Enfin, un autre personnage qui s'appelle Jacob Ben Machir de Montpellier, qui est plus ou moins cousin de ces derniers et qui a appartenu à la famille Tibbon, même si les détails de sa généalogie n'est pas très clair. Il est astronome de métier, qui est connu sous le nom latin de Profacius Iudaeus. Il a eu des contacts professionnels avec des savants chrétiens. Par exemple, on lui connaît une traduction en latin d'un écrit astronomique arabe, important, oui. Et voilà comment ça se passait. Jacob, c'est lui qui nous le dit. Il lisait le texte arabe tout en disant qu'il n'était pas très, très fort, qu'il ne maîtrisait pas vraiment l'arabe. Il lisait le texte en arabe, il le traduisait oralement, dit-il, en langue vulgaire, donc le provençal probablement, et son collègue chrétien adaptait et rédigeait en latin le texte en question. C'est ce qu'on appellerait une traduction à quatre mains. On connaît bien l'auteur chrétien qui faisait ça. Son activité de traducteur s'est exercée essentiellement dans le domaine de l'astronomie et des mathématiques. Et Jacob Ben Machir a pris une part très active dans les controverses qui se sont développées en Provence, surtout à Montpellier, autour de l'enseignement de la philosophie. Ces polémiques, devenues ensuite des conflits, ont commencé peu de temps après l'apparition du Guide des égarés en hébreu. Je ne vais pas la détailler vu l'heure, ça peut prendre l'objet de toute une exposé un jour ou l'autre peut-être. Les faits inaugurés dans les années 30 du XIIIe siècle, les faits inaugurés de cette polémique, ainsi que l'épisode paroxystique qui va aboutir à l'excommunication prononcée à Barcelone en juillet 1305 par le grand maître rabbinique de l'époque, le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, et quelques mois plus tard, une catastrophe d'une toute autre nature va frapper les communautés juives de France puisqu'elles sont expulsées
par Philippe le Bel de France en septembre 1306, après avoir été dépouillés de leurs biens. Je ne vais pas poursuivre, c'est important de connaître les étapes et les transformations de cette polémique. Bon. Juste quelque chose qui a souvent agité le monde des chercheurs dans ce domaine. Le paroxysme a été le suivant. Certains des écrits de Maïmonide ont été dénoncés par leurs adversaires aux autorités de l'Église, des franciscains et des dominicains à l'époque, et du légat du pape. Alors, à cette époque, à Montpellier, le monde chrétien était occupé avec les hérésies cathares et autres. Bon. Et il est dit, on le sait, il ne faut pas l'ignorer, que des livres de Maïmonide, ou peut-être seulement quelques pages, ont été brûlés en place publique à Montpellier en 1232-1233. Le choc est violent et profond. Il semble avoir déconsidéré les opposants à l'enseignement de la philosophie, lesquels n'oseront pas s'en prendre à Maïmonide lui-même dans les générations suivantes. Pourtant, le feu couvre sous la cendre et la querelle va rebondir au début du XIVe à nouveau à Montpellier. Je ne la détaille pas. Elle est relativement connue et relativement informée par des textes en hébreu. Et je vais parler tout de suite, pour terminer, de certains noms de traducteurs et d'auteurs d'ouvrages originaux en hébreu. J'ai cité la dynastie des Thibault. Au début du XIVe siècle, le mouvement d'acculturation des sciences gréco-arabes commence à décliner. Pourquoi? Un très grand traducteur, Kalonymos ben Meir d'Arles, il vivait à Arles, il est né en 1286 et probablement il disparaît de notre horizon en 1329. Au moment où Kalonymos, qui est un très grand traducteur, et il a écrit d'autres choses aussi, il a écrit un petit livre extrêmement ironique, extrêmement caustique contre le monde des savants autour de lui. Mais au moment où donc il commence à traduire, le contexte culturel a déjà changé. Il est de plus en plus difficile d'apprendre l'arabe et de trouver des ouvrages arabes à l'exception des écrits médicaux. Mais surtout, il n'existe plus de véritable milieu philosophique et scientifique. Il y a besoin quand même d'un milieu pour être encouragé. C'est, semble-t-il, une des raisons qui ont poussé notre ami Kalonymos à quitter sa région natale pour se rendre à Barcelone, où, nous dit-il, parce qu'on a des textes où il s'exprime là-dessus, où nous dit-il, il a trouvé de riches bibliothèques scientifiques, donc de livres arabes, et des lettrés juifs maîtrisant l'arabe. Donc, il avait besoin aussi de mieux maîtriser l'arabe. Kalonymos a traduit des écrits médicaux, de textes mathématiques fort importants, d'astronomie, d'astrologie et de philosophie qui viennent compléter le corpus dont je vous ai parlé. Pour conclure cette brève revue des principales figures scientifiques de la Provence, je dois citer deux savants de haute stature qui relèvent du quatrième genre, c'est-à-dire des ouvrages originaux écrits par des savants juifs qui ne connaissaient pas, ou presque plus du tout, l'arabe en hébreu. Ces ouvrages, donc, comme je vous le disais, ont été rendus possibles grâce à l'existence de ce corpus de textes traduits en hébreu et à la maîtrise des outils scientifiques manifestés par la nouvelle génération de savants et à l'aisance de leur hébreu scientifique qui est directement hérité des élaborations de leur aîné. Juste un savant absolument exceptionnel, qu'on appelle aujourd'hui Gersonide, mais qui s'appelle Lévi ben Gershom, 1288-1344, qui est né à Bagnols-sur-Cèze, c'est pour ça que j'ai cité, et de là son nom latin, Léo Balnéolis. Léo, c'est souvent le nom donc qu'on donne à Lévi. Il est sans conteste le plus important savant juif médiéval. Son œuvre astronomique est considérable par son ampleur et son originalité, fut traduite en latin. Il a traité de plusieurs disciplines mathématiques et de logique, et il a écrit aussi de la philosophie dans un texte qui s'appelle Milhamot Hashem, les guerres du Seigneur, qui a souvent été critiqué par ses adversaires sous le nom de Milhamot Neged Hashem, les guerres contre Dieu plutôt que les guerres contre le Seigneur plutôt que les guerres du Seigneur. Donc, dans ce texte,
politico-philosophique, théologico-philosophique. Il critique Maïmonide et il critique plusieurs aspects de la pensée de Maïmonide. Un autre auteur important, Emmanuel Ben Jacob de Tarascon, 1340-1377, est un astronome réputé qui a été traduit en grec byzantin, en latin, et qui a aussi écrit des travaux mathématiques sur la mesure du cercle, sur les fractions décimales, sur le calcul approché des racines carrées et cubiques. Je vais m'arrêter et puis voilà, ça va se poursuivre, mais là, c'est une histoire que je ne vais pas conter aujourd'hui. Il est 11h15, les amis. Je m'arrête un peu pour souffler, pour boire un peu d'eau. Et Philippe, c'est à toi de donner la parole à ceux qui la demandent.